Le 7 septembre 1997, à Fort Benning, en Géorgie, aux États-Unis, dans un appartement d'une zone résidentielle calme, une femme ne répond plus. Après plusieurs appels sans réponse, l'inquiétude monte et un proche finit par prévenir la police. Quand les agents de police arrivent, la porte est fermée. Ils frappent, mais aucune réponse. Alors ils décident d'entrer. À l'intérieur, tout est en ordre, rien n'est renversé. Pendant un instant, ils se demandent s'ils ne se sont pas déplacés pour rien. Puis leur regard se pose plus loin. Sur le sol gît une femme immobile. Ils se rendent compte très vite que ce qu'ils ont devant les yeux n'est pas une mort naturelle. Quelqu'un est entré ici. Quelqu'un qui n'a pas eu besoin de forcer la porte. Les agents échangent un regard. Ils le savent déjà. Cette scène de crime ne ressemble à rien d'habituel. Ce jour-là, au fond de cet appartement banal, sans que personne n'en prenne conscience, débutait une série qui allait horrifier les États-Unis. Bonjour à toi, âme innocente, je suis Azazel, l'archange des ténèbres. Je suis venu dans ton monde pour sonder le plus sombre de l'âme humaine. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire terrifiante, mais bien réelle, du tueur en série surnommé The Jacksonville Strangler, ou l'étrangleur de Jacksonville en français. Mais sans plus attendre, l'heure est maintenant venue de plonger avec moi dans les abîmes. Nous sommes dans la nuit du 5 septembre 1997, à Fort Benning, en Géorgie, aux États-Unis. Une soirée entre amis touche à sa fin. L'appartement se vide progressivement. Les derniers invités terminent leur verre. Les conversations se calment. Tracy Abersham, 26 ans, est là, parmi les autres. Elle échange quelques derniers mots, sourit, puis décide de rentrer chez elle. Elle quitte les lieux comme n'importe qui ce soir-là. Dehors, la nuit est calme. L'air est léger. Elle rentre chez elle, tranquillement, sans se presser. Rien ne laisse présager que quelqu'un l'a repérée. Quelqu'un qui l'a suivie du regard et qui a décidé d'agir. Elle arrive chez elle, elle ouvre la porte et entre. Un geste automatique. À l'intérieur de l'appartement, tout est normal. C'est un endroit familier, sécurisant en apparence. Mais cette nuit-là, elle n'est pas seule longtemps. Quelqu'un frappe à sa porte. Un homme se tient là. Il lui parle, il dit avoir besoin d'aide. Après quelques secondes, elle finit par le laisser entrer. Une fois à l'intérieur, tout change. La situation bascule. Il prend le dessus, il la saisit, il l'empêche de fuir. Tracy tente de résister, mais l'homme est plus fort et plus déterminé. Il la contraint. L'homme abuse d'elle. Une prise de pouvoir totale, froide. Tracy ne peut plus échapper à son emprise. Et puis, il décide d'aller plus loin. Il sort une corde de sa poche et la passe autour du cou de Tracy. Puis, il serre, progressivement, sans aucune hésitation. Il maintient la pression longtemps jusqu'à ce que le corps de la jeune femme ne réagisse plus. Puis, il relâche. Il regarde le corps inerte, puis il s'éloigne. Il laisse le corps derrière lui, dans cet appartement qui, quelques heures plus tôt, était encore un lieu de vie ordinaire. 2 jours plus tard, le 7 septembre, alertée par des proches inquiets, la police entre à son tour dans l'appartement et découvre le corps. Les agents observent la scène. Rien n'a été forcé ni cassé. Mais ce qu'ils ont devant eux est clair. Ce n'est pas une mort naturelle, ni une dispute qui a mal tourné. Quelqu'un est entré ici avec une intention précise. Ils ne le savent pas encore, mais cette découverte allait être le point de départ d'une série de crimes atroces. Et le temps va passer. Nous sommes maintenant en 1999, à Jacksonville, en Floride. Dans un appartement modeste, Teresa Mack, 24 ans, profite d'un moment de calme chez elle. Ce n'est rien qu'une journée ordinaire, jusqu'au moment où l'on frappe à sa porte. Elle ouvre. De l'autre côté, un homme est là, calme, assuré. Il parle, il explique quelque chose d'assez crédible pour ne pas éveiller de méfiance immédiate.
Elle hésite un moment, mais finit par le laisser entrer. Et dès que la porte se referme, l'atmosphère change. Il ne lui laisse pas le temps de réagir. Il avance, la saisit et prend le dessus. Teresa est prise de court. Elle tente de se dégager, mais il est déjà trop tard. Il la maintient et abuse d'elle froidement. L'homme ne s'arrête pas là. Une fois qu'il a pris ce qu'il voulait, il décide de mettre fin à la vie de la jeune femme. La méthode est la même. Une pression exercée sur son cou jusqu'à ce que le corps ne réagisse plus. Après avoir fini, il relâche et regarde autour de lui. L'appartement est presque intact. Rien ne laisse deviner ce qui vient de se passer. En regardant autour de lui, il repère une télévision. Il la débranche, la soulève et se dirige vers la sortie. Quand il quitte les lieux, des témoins le voient. Un homme propre sur lui qui sort tranquillement d'un appartement avec une télévision dans les bras. Une image, somme toute banale. Personne ne se doute qu'à quelques mètres de là, une femme vient de perdre la vie. Personne ne l'arrête et il s'éloigne et disparaît, comme si rien ne s'était passé. À partir de ce moment-là, l'homme prend confiance. Il sait que la porte s'ouvrira si le ton est juste et si le prétexte est crédible. Il n'improvise pas, et plus il agit, plus il gagne en assurance. Pour lui, ce n'est pas le chaos, c'est une mécanique qui se met en place. Il sait qu'il peut recommencer, et ce qui le maintient dans ses certitudes, c'est l'absence de réaction autour de lui. Personne ne le remarque. Il entre, il agit, il sort, et le monde continue de tourner comme si de rien n'était. Nous sommes maintenant dans la soirée du 17 décembre 2002, à Jacksonville. Dans un appartement banal, Nicole Williams, 18 ans, est chez elle. La lumière est allumée, la télévision assure un fond sonore constant. Elle se déplace dans l'appartement, range quelques affaires, regarde quelques magazines. Rien ne presse. Puis d'un coup, on frappe à sa porte. Un coup, puis un second. Elle s'arrête, regarde en direction de l'entrée, hésite une seconde, puis elle avance. Elle ouvre. De l'autre côté, le tueur est là. Il présente bien et a une voix posée. Il parle, donne une raison d'être là, quelque chose de simple, de cohérent, suffisant pour qu'elle ne referme pas immédiatement. Elle finit par se décaler et à le laisser entrer. La porte se referme derrière lui. Puis, il se jette sur elle. Nicole recule, surprise, mais il est déjà trop tard. Il la saisit, il la force à se taire et la plaque au sol. Elle tente de se dégager, de se débattre, mais il garde l'avantage et abuse d'elle. Et puis, comme si tout était déjà prévu, il passe à la suite. La pression autour du cou jusqu'à ce que le corps cesse de réagir. L'appartement retombe dans un calme étrange. La télévision continue de diffuser un son continu, comme si rien ne s'était passé. Mais lui, il ne part pas tout de suite. Il prend le temps, il cherche autour de lui et trouve une couverture bleue. Il enveloppe le corps de Nicole avec cette couverture. Puis il le porte. Il traverse l'appartement et sort. Il charge le corps dans sa voiture et disparaît dans la nuit. 2 jours plus tard, le 19 décembre, au fond d'un fossé, la découverte est faite. D'abord la couverture bleue, puis le corps à l'intérieur. Nous sommes maintenant le 1er janvier 2003, à Jacksonville. La ville sort à peine des fêtes. Les rues sont calmes, les appartements encore marqués par les festivités de la veille. Mais pour une famille, quelque chose ne va pas. Plusieurs jours sans nouvelles de Nikia Kilpatrick, 19 ans, ce n'est pas normal. Pas pour elle, pas avec 2 enfants en bas âge à la maison. Ça ne lui ressemble pas. L'inquiétude prend alors le dessus. Il décide d'aller voir. Il se présente devant l'appartement de Nikia. Ils frappent, attendent, mais aucune réponse. Ils insistent, toujours rien. Après avoir appelé la police, ils finissent par rentrer dans l'appartement. Et dès les premiers pas à l'intérieur, quelque chose sonne faux. L'air est lourd et figé. Mais ce n'est pas tout. Le premier choc, ce sont les enfants. 2 petits garçons de 11 mois et 2 ans. Vivants, mais faibles, livrés à eux-mêmes depuis des jours. Ils sont là, dans cet appartement, à attendre sans comprendre. La scène est irréelle. Alors ils avancent, pièce après pièce, jusqu'à la chambre.
Et là, tout s'arrête. Nikia est là, sur le lit, immobile. Il suffit d'un regard pour comprendre. Quelqu'un est entré ici. Quelqu'un qui a frappé à la porte, comme pour les autres. Quelqu'un qui a su trouver les mots, le bon ton, le bon prétexte. Et une fois à l'intérieur, tout a basculé. Les constatations le confirmeront. Elle a été agressée, puis étouffée. Une corde a aussi été utilisée. Mais ce qui rend cette affaire encore plus lourde, c'est ce qui reste autour d'elle. Ses enfants, laissés là, sans aide, sans comprendre. Et un autre détail que les enquêteurs ne peuvent ignorer. Nikia était enceinte d'environ 6 mois. Ce qui signifie qu'en une seule nuit, le tueur n'a pas pris une vie, mais 2. À ce stade, le tueur ne doute plus. Il ne se demande plus s'il peut entrer. Il sait qu'il en est capable. Frapper à une porte, attendre qu'elle s'ouvre, trouver les mots justes et passer le seuil, comme si de rien n'était. Pour lui, c'est une routine qui fonctionne. Ce qui le rassure, ce n'est pas seulement ce qu'il fait, c'est ce qu'il se passe après. Rien. Personne ne l'arrête, personne ne le cherche vraiment. Après avoir tué, il rentre chez lui et retrouve une vie normale. Nous sommes début janvier 2003, à Jacksonville. Dans les bureaux de la police, les dossiers s'accumulent sans se croiser. Chaque affaire est traitée séparément. Chaque scène a sa propre équipe, ses propres notes, ses propres hypothèses. Pour les enquêteurs, rien n'indique clairement qu'ils font face à une série. Juste des drames, des victimes, des scènes qui posent des questions sans donner de réponse. Dans une pièce, un enquêteur feuillette des photos. Ailleurs, une autre équipe travaille sur un dossier différent. Même configuration. Une femme chez elle, pas d'effraction. Mais pour l'instant, personne ne fait le lien. Pas encore. Les jours passent, les rapports arrivent, les analyses prennent du temps. Et sur le terrain, les pistes restent vides. Il n'y a pas de suspect clair, pas de témoins solides. Juste des morceaux d'histoire qui ne s'assemblent pas. Les familles posent des questions, les enquêteurs tentent de répondre, mais ils n'ont rien de concret à donner. Ils reprennent les emplois du temps des victimes, leurs contacts, leurs habitudes. Ils cherchent une connexion, un nom qui revient, mais il n'y a rien. Chaque dossier semble isolé, chaque victime a sa propre histoire. Et c'est ça qui les perd, parce que rien ne permet de comprendre qu'il y a quelque chose de plus grand derrière. Rien ne leur dit qu'un même homme passe d'un appartement à l'autre. Pour l'instant, ils avancent à l'aveugle, dossier par dossier, sans voir le schéma qui est en train de se dessiner sous leurs yeux. Et pendant qu'ils cherchent séparément, le tueur, lui, continue, sans être freiné, comme si chaque crime effaçait le précédent. Nous sommes en janvier 2003, à Jacksonville, et le tueur accélère. Le 10 janvier, c'est Shawanda Denise McAllister, 20 ans, qui est retrouvée dans son appartement. Elle aussi est enceinte au moment de sa mort. Elle aussi a été agressée, puis étouffée avec une corde. Pour les enquêteurs qui découvrent la scène, le malaise est profond. L'appartement porte la trace d'une présence récente, d'un face-à-face qui a mal tourné. Mais rien ne donne encore de nom. Rien ne leur permet de savoir que le même homme est déjà passé ailleurs. Ce jour-là, une chose trouble particulièrement les enquêteurs. La scène ressemble presque trait pour trait à celle de Nikia Kilpatrick. Même cadre, même finalité. Même impression d'un homme qui entre, prend possession des lieux et ressort sans se faire remarquer. Puis le 20 janvier, une autre jeune fille disparaît. Elle s'appelle Giovanna Jefferson. Elle a 17 ans. Sa famille signale son absence, commence à chercher, attend un appel qui ne viendra pas. Les jours passent, l'angoisse monte. 10 jours plus tard, le 30 janvier, c'est Surita Cohen, 19 ans, qui disparaît à son tour. Elle aussi laisse derrière elle une famille qui cherche à comprendre. Des heures qui s'étirent et ce sentiment de plus en plus lourd que quelque chose de grave est en train de se produire dans la ville. Et puis, le 5 février 2003, sur New King Road, près d'un chantier, la réalité refait surface. Des corps sont retrouvés dans un fossé. Ceux de Giovanna Jefferson et de Surita Cohen, proches l'un de l'autre.
comme si l'homme avait choisi cet endroit pour se débarrasser de 2 preuves, en pensant que personne ne remonterait jusqu'à lui. À ce stade, Jacksonville n'a pas encore de visage à mettre sur cette série de morts. Les enquêtes restent morcelées, malgré le fait qu'un surnom commence à émerger, celui du Jacksonville Strangler. Les dossiers sont encore épars, mais le nombre de victimes, lui, ne cesse d'augmenter. Et derrière chaque nom, il y a la même impression glacée, celle d'un homme qui entre dans la vie de ses proies pendant quelques minutes et qui la détruit entièrement. À ce stade, rien ne semble pouvoir arrêter le tueur, mais un événement inattendu allait venir rebattre les cartes. Lors de la découverte des 2 dernières victimes, la police trouve une trace de fluide. Une trace qui est tout de suite prélevée et étiquetée avant d'être envoyée dans un laboratoire. Au début, ce n'est rien, juste un numéro, une ligne sur un rapport. Mais les techniciens savent, parfois tout bascule à partir de ce détail. Dans le laboratoire de la police scientifique, ils isolent un ADN et transforment cette trace en profil, une séquence unique. Et ce profil, il entre dans une base de données nationale, le CODIS, un système froid contenant des milliers de profils. Et puis, quelques heures plus tard, le système répond. Une correspondance est affichée, une seule. Les regards se lèvent. On relit 1 fois, 2 fois, pour être sûr. Parce que cette fois, ce n'est plus une théorie, ni une intuition. C'est un nom. Un homme qui existe, qui a un passé, qui a déjà laissé son ADN quelque part. Les enquêteurs se regardent, parce qu'à cet instant précis, tout se resserre. L'homme n'est plus invisible, il est là, quelque part dans la ville, peut-être en train de manger, peut-être en train de parler à quelqu'un, sans savoir que son nom vient d'être tiré de l'ombre. Alors ils creusent, rapidement, et ce qu'ils découvrent ne correspond pas à ce qu'ils imaginent. Cet homme est un ancien militaire. Il a une vie banale qui ressemble à beaucoup d'autres. Mais le profil ADN ne ment pas. L'homme en question est Paul Durousseau. Le 17 juin 2003, Paul Durousseau est arrêté devant son domicile, puis emmené au poste de police. Lors de son interrogatoire, il nie tout d'un bloc. Mais devant les preuves ADN, il finit par céder et à avouer les meurtres. Quelques heures plus tard, Paul Durousseau est inculpé de meurtre et incarcéré en attente de son procès. Mais qui est donc Paul Durousseau ? Il naît le 11 août 1970 dans la ville de Beaumont, au Texas, aux États-Unis. Un point de départ simple, une naissance parmi des milliers d'autres. Mais très vite, une absence s'installe, celle de son père. Une figure qui ne s'ancre jamais vraiment dans sa vie. Au total, Paul ne le verra que 2 fois. 2 apparitions, 2 moments sans suite. Après ça, plus rien. Il grandit donc avec sa mère. Seul point fixe dans son enfance. Une enfance qui se déroule en grande partie à Los Angeles, en Californie. Un environnement urbain, dense, vivant. Les rues, les écoles, les trajets quotidiens. Une routine qui s'installe, jour après jour. À l'école, Paul ne se démarque pas. Il n'est ni au centre de l'attention, ni en marge. Il est là, présent, mais discret. Les enseignants ne signalent rien de particulier. Pas de comportement agressif, ni de problème majeur. Juste un élève qui avance sans faire de vagues. Et c'est peut-être ça qui frappe le plus. Cette absence de signaux. Rien ne permet de pressentir ce qui viendra plus tard. L'adolescence suit la même ligne. Les années passent, les journées s'enchaînent, les habitudes se renforcent. Il grandit dans une forme de normalité qui ne sera jamais remise en question à ce moment-là. Il termine sa scolarité à Los Angeles, obtient son diplôme et entre dans l'âge adulte sans histoire particulière. Pas de passage devant la justice à cette époque, ni de rupture marquante. Rien qui attire l'attention des autorités ou de son entourage. Il est l'un de ces visages que l'on croise sans s'arrêter. Un jeune homme qui avance, qui s'intègre, qui existe sans marquer les esprits. Après avoir terminé sa scolarité à Los Angeles, Paul Durousseau entre dans l'âge adulte comme n'importe qui. Juste une transition progressive vers une vie d'adulte ordinaire. Il quitte le cadre scolaire, cherche sa place, enchaîne les petits emplois, rien de stable.
Il ne s'inscrit pas dans une voie précise, il avance sans véritable direction. Mais à l'extérieur, rien d'alarmant. Il fait partie de ces jeunes adultes qui se cherchent encore, qui testent. Ceux qui le croisent ne voient pas un homme en difficulté, juste quelqu'un de discret, calme. Quelqu'un qui parle peu, qui observe plus qu'il n'intervient. Il ne cherche pas à attirer l'attention, il ne se met pas en avant. Mais derrière cette apparence, quelque chose commence à se structurer. Pas de manière visible, pas encore, mais une forme de détachement, une capacité à rester froid, à ne pas laisser transparaître grand-chose. Il apprend à se fondre dans le décor, à ne pas être remarqué. Il avance tranquillement, en apparence. Et puis, il finit par prendre une décision. Il s'engage dans l'armée américaine. En novembre 1992, Paul Durousseau s'engage dans l'armée américaine. Pour la première fois, sa vie entre dans un cadre strict. Des ordres, des règles, une structure qui l'encadre au quotidien. Il est envoyé en Allemagne. Un autre environnement, une autre routine. C'est là qu'il rencontre une jeune femme nommée Natoka. La relation se construit rapidement. En 1995, il se marie à Las Vegas. À ce moment-là, tout donne l'image d'un homme qui s'inscrit dans une vie stable. Mais en 1996, le couple est transféré à Fort Benning, en Géorgie. Et c'est à partir de là que les premières fissures apparaissent. Le 13 mars 1997, Paul est arrêté, accusé d'avoir enlevé et agressé une jeune femme. Une accusation lourde, un dossier sérieux. Mais en août 1997, il est mis hors de cause. Et il sort libre, officiellement blanchi. Et pourtant, quelque chose a changé. À peine quelques semaines plus tard, dans la nuit du 5 au 6 septembre 1997, Tracy Abersham est tuée à Fort Benning. Le timing n'est pas anodin. Pour les enquêteurs, plus tard, une hypothèse s'impose. Après avoir frôlé une condamnation, après avoir été au cœur d'une accusation grave, Paul a testé une limite. Et il a vu qu'il pouvait en sortir. Ce premier passage à l'acte marque un basculement. Non pas une perte de contrôle, mais au contraire, une prise de confiance. Quelque chose qui lui fait comprendre qu'il peut aller plus loin, qu'il peut recommencer. Peu de temps après, il est retrouvé en possession de matériel volé. Cette fois, l'armée intervient. En janvier 1999, il passe en cour martiale. Il est reconnu coupable et renvoyé de l'armée. Et c'est à ce moment-là qu'un détail passe inaperçu, mais qui va devenir décisif des années plus tard. Lors de cette procédure, son ADN est prélevé et enregistré dans le CODIS. Une trace stockée, en attente. Après son renvoi de l'armée, Paul s'installe avec Nakota à Jacksonville, en Floride. Ils ont 2 filles. Une vie de famille qui donne l'illusion d'une stabilité. Mais en réalité, tout se dégrade. Les problèmes d'argent s'accumulent, les emplois ne durent pas, les disputes deviennent plus fréquentes, plus violentes. En 1999, la police intervient après que Paul ait giflé et attrapé Nakota par le cou. Malgré cet événement, la relation continue. En septembre et octobre 2001, il passe 48 jours en prison pour violence conjugale. Fin 2001, il devient chauffeur de bus scolaire, puis agent de contrôle animalier. Malgré son passé, il reste intégré au système. Et en 2003, il devient chauffeur de taxi à Jacksonville. Un travail qui lui donne accès à la ville, aux habitudes des autres, aux déplacements des femmes qu'il va cibler. Autour de lui, certains commencent à noter des comportements dérangeants. Il est décrit comme un homme insistant, qui aborde des jeunes femmes avec des propos déplacés. Un témoin racontera plus tard l'avoir vu s'intéresser à une jeune fille qui semblait avoir à peine 13 ou 14 ans. Mais rien ne suffit à l'arrêter, parce que Paul a déjà compris quelque chose d'essentiel. Il peut franchir les limites et continuer à vivre normalement. Et la suite, vous la connaissez. Nous sommes maintenant en 2007, à Jacksonville. Plusieurs années se sont écoulées depuis son arrestation. Paul est désormais assis dans une salle d'audience. Les menottes ont disparu, mais le regard des familles, lui, est toujours là, fixe, lourd. Paul Durousseau n'est plus une ombre.
Il a un visage, un nom et une liste d'accusations qui pèsent sur chaque jour d'audience. Le procès commence, les jurés prennent place, les avocats s'installent et peu à peu, les faits sont posés. Les scènes sont reconstruites une à une. Les appartements, les portes ouvertes, les femmes, les méthodes. Tout revient, plus précis, plus lourd. Les experts prennent la parole. Les médecins légistes décrivent les constats. Les enquêteurs racontent les liens, les doutes, puis la certitude. Et au centre de tout ça, une preuve qui ne laisse aucune place à la discussion. L'ADN. Celui qui a traversé les scènes, celui qui a mené jusqu'à lui. Les jurés écoutent, les familles aussi. Chaque détail ramène les victimes dans la pièce. Chaque mot rapproche un peu plus l'homme de la condamnation. La défense tente d'expliquer, de semer le doute. Mais le dossier est lourd, trop lourd. Les éléments s'alignent et au fil des jours, l'issue se dessine. Le verdict tombe. Coupable sur plusieurs chefs d'accusation. La peine est prononcée. La peine de mort. Une décision forte. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Des années plus tard, la condamnation est remise en question. Non pas sur la culpabilité, mais sur la forme. Le jury n'était pas unanime. Alors la peine est annulée. Et en 2021, une nouvelle décision tombe. Prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Paul du Rousseau disparaît derrière les murs, mais ce qu'il laisse derrière lui ne disparaît pas. Des appartements marqués à jamais, des familles détruites, et cette impression qui reste, celle d'un homme qui a pu passer entre les mailles du filet pendant des années, jusqu'au jour où une simple trace ADN l'a ramené à la surface. Et au fond, une question qui ne trouve pas de réponse claire. Comment quelqu'un a pu disparaître ainsi dans le décor, tout en laissant autant de vies brisées derrière lui? À la sortie de cette vidéo, Paul du Rousseau est toujours incarcéré dans la prison d'État de Floride. Ce que cette affaire laisse derrière elle, ce ne sont pas seulement des dossiers classés, ce sont des noms, des visages, des vies interrompues brutalement. Tracy Abersham, Teresa Mack, Nicole Williams, Nikia Kilpatrick, Shawanda McAllister, Giovanna Jefferson, Surita Cohen. Chacune avait une histoire, une famille, des projets qui ne verront jamais le jour. Certaines étaient mères, d'autres à peine au début de leur vie. Et pourtant, tout s'est arrêté derrière une porte qu'elles ont ouverte sans savoir. Aujourd'hui, le nom de Paul du Rousseau est associé à ces actes. Mais ce nom ne doit pas prendre plus de place que celui de ses victimes. Parce que ce sont elles qui doivent rester, leurs histoires, leurs mémoires. Et avec le temps, d'autres questions sont apparues. Des soupçons, des dossiers plus anciens, notamment en Allemagne, là où il était stationné dans les années 90. Certains enquêteurs ont évoqué des similitudes, des affaires non élucidées, des scénarios qui rappellent ce qui s'est passé plus tard aux États-Unis. Rien n'a été formellement prouvé, mais le doute, lui, est resté, et il restera probablement, parce que dans ce type d'affaires, la vérité complète n'apparaît pas toujours. Il reste des zones d'ombre, des questions sans réponse, et peut-être d'autres victimes qui ne seront jamais reliées à lui. Ce qui est certain en revanche, c'est que ces femmes ne doivent pas être réduites à un dossier. Elles méritent d'être rappelées pour ce qu'elles étaient, pas pour ce qu'on leur a fait. Et au-delà de cette affaire, une réalité demeure. Parfois, le danger ne force pas les portes. Il attend qu'on les ouvre. Et il suffit d'un instant pour que tout bascule. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Tu peux aussi me suivre sur mes différents réseaux sociaux pour ne rien manquer de mes actualités. Tu peux aussi cliquer sur l'une des vidéos qui s'affichent en haut de ton écran. Des histoires tout aussi froides, vertigineuses et réelles. Des plongées dans l'esprit de ceux qui ont dépassé toute limite. Je suis curieux d'avoir ton avis sur cette affaire dans les commentaires de cette vidéo. Pour ma part, je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante. À très vite dans tes cauchemars.